Alors, de quoi il est question aujourd'hui dans ces conditions? On nous dit d'un côté, voilà, le néolibéralisme, c'est vrai, on doit l'avouer, ça ne va pas tellement bien. Le système, presque plus personne n'ose dire que le système s'autorégule naturellement. Adam Smith, c'est perdu, c'est fini. Mais reste Keynes ou Marx. Et je dois vous dire, Keynes et Marx sont deux agents du monétarisme britannique, du système d'empire britannique. L'un en était pleinement conscient, c'est John Maynard Keynes. L'autre ne le savait probablement pas lui-même, c'était Karl Marx. Alors, pourquoi? Parce que dans leur fondement philosophique, et c'est le sujet qu'a touché Helga tout à l'heure, c'est le profit monétaire qui est le marqueur d'une économie, ou la plus-value pour Marx obtenue au détriment du travail. Alors qu'aucun n'a le sens de ce qu'est le profit réel, qui est le profit, on pourrait dire, ontologique. C'est lié à un essor de l'esprit humain, appliqué dans l'univers. Ça, c'est le vrai profit. Si vous voulez donner une définition au mot profit, c'est une plaisanterie que je fais en partie, parce que ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude par profit. Mais la vérité d'amener un avenir à l'univers en ayant une énergie libre par rapport à l'énergie du système, c'est cela qu'on produit. Or, vous avez d'un côté le libéralisme monétariste dans la bagarre actuelle, et de l'autre côté le monétarisme dirigiste statistique. Ça, c'est Keynes et les libéraux. Donc, aucun ne prend en compte, et Marx non plus d'ailleurs, la création de l'esprit humain. Alors, je voulais rentrer dans cela parce que ça me paraît important aujourd'hui pour que vous ayez l'esprit clair contre un certain nombre de choses qui sont dites partout. Le retour à Keynes, c'est magnifique, etc. Au moins dans les pays européens. C'est moins le cas aux États-Unis. Tout le monde sait que Roosevelt jetait à la poubelle les lettres qu'il recevait de Keynes. Je peux vous dire ça. En Angleterre, on disait que c'est Keynes qui avait inspiré Roosevelt. Bien. Donc, contrairement aux vues dominantes, le nouveau Bretton Woods ne peut pas être d'inspiration keynésienne, mais c'est le fruit d'une école qui est l'école de l'économie physique, celle de Leibniz, d'Hamilton, de Liszt, d'Henry et Matthew Carey. Et en France, il y a même un économiste à la fin du XIXe siècle qui était de cette école, qui s'appelle Paul Cowes. Et c'est la politique qu'a pratiqué en un sens Monnet dans ses plans et De Gaulle plus tard, bien qu'ils ne soient pas pleinement conscients, Monnet encore moins, de ce qu'ils faisaient. Mais ils ont pratiqué une partie de la politique de Roosevelt, qui était cette politique-là. Alors, Keynes, au contraire, dans son livre s'appelle « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ». C'est ça qui l'intéresse. C'est l'emploi, l'intérêt et la monnaie. C'est une variante du système anglo-hollandais. Il établit, oui, Keynes dit, une augmentation des dépenses d'investissement est nécessaire pour stimuler l'économie en état de dépression. D'accord. Et il appelle à recourir à de grands travaux, autoroutes, chemins de fer ou autres. Et il y a une politique de crédit en faveur des travaux publics. Mais il ne définit pas ces grands travaux, parce qu'il est introduit de création humaine. Pour lui, ces grands travaux, il a écrit lui-même quelque part, au pire, c'est faire un trou et le reboucher. Et on assure une circulation monétaire et c'est bien. Donc il n'y a pas d'accroissement créateur du travail humain dans Keynes. Il ne considère pas, dans ses choix économiques, la valeur technologie, l'accroissement de la capacité de production par unité de surface, par être humain et aussi par ménage. Ça, il ne le considère pas, surtout pas par ménage. Plus tard, pourquoi? Donc, pour lui, l'investissement n'est pas déterminé par un développement physique de l'homme et de la nature, mais il prend en considération les biens, quels qu'ils soient, la monnaie, évaluée en monnaie, l'échange de biens, la distribution de salaires, et tout ce que la monnaie permet. Et c'est tout. Donc il est une béquille du système britannique. Dans le nouveau Bretton Woods, au contraire, la valeur doit être déterminée par la densité technologique, la densité de flux d'énergie, la densité technologique dans ce qui est produit, c'est-à-dire la qualité du travail humain qui est mobilisé. C'est ça qui est essentiel. Il ne s'agit pas d'acheter bon marché pour revendre cher, comme dans le système anglais, ni d'employer un maximum de gens sans considérer la qualité du travail qu'ils font, mais c'est contribuer à une dynamique d'ensemble qui transforme et améliore l'homme et la nature. Et l'objet de l'État, c'est de protéger cette dynamique. C'est le sens du nouveau Bretton Woods que nous défendons. Alors Keynes,
il a inspiré la politique de Schacht, d'Hjalmar Schacht. J'ai 2 ou 3 choses sur ça, on n'a pas beaucoup de temps dont je vais vous parler, mais dans sa traduction française de la théorie générale de Keynes, Jean de Largenté, aux éditions Payot, en 1942, Jean de Largenté sera plus tard avec Mendes France, le représentant de la France à Bretton Woods. Jean de Largenté reconnaît, quant à la politique monétaire appliquée en Allemagne depuis 1933 par le docteur Schacht, il paraît malaisé sans l'aide de la théorie générale d'en comprendre la nature et les résultats. Plus, Keynes lui-même, donc, dans la préface à l'édition allemande de la théorie générale, le 7 septembre 1937, Keynes écrit « Néanmoins, la théorie de la production conçue comme un tout, qui est ce que ce livre, le livre de Keynes, cherche à développer, convient beaucoup mieux aux conditions d'un État totalitaire que la théorie de la production et de la distribution de richesses produite dans les conditions de la concurrence libre et d'une large dose de laisser-faire. » Vous voyez la fausse opposition. La théorie des lois psychologiques mettant en correspondance la consommation et l'épargne, l'influence des crédits sur les prix et les salaires réels, le rôle joué par le taux d'intérêt, ceci restent les ingrédients nécessaires de notre schéma de pensée. Rien sur la valeur technologique, rien sur la science, qu'un jeu auquel on joue. Alors il y a mieux, hein, c'est la citation de Keynes en 26, dans la fin du laisser-faire. Je propose, pourrait-on dire, un retour aux idées médiévales d'entités autonomes distinctes les unes des autres. Mais en Grande-Bretagne, à tout le moins, les corporations représentent une forme de gouvernement qui n'a jamais perdu de son importance et qui possède des affinités avec notre système institutionnel. Donc voilà pour le corporatisme. Ce n'est pas seulement Benito Mussolini. Alors, évidemment, un disciple de Keynes, c'est un disciple de Keynes qui s'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Abba Lerner, qui a répliqué à Larouche d'un fameux débat qui s'est tenu à l'université de Columbia en 1971. Il a répliqué à Larouche que les politiques schachtiennes s'avéraient nécessaires dans le Brésil de ces années-là afin d'éviter l'imposition d'un fascisme politique. Donc on promeut un fascisme économique pour éviter un fascisme politique. Ce qu'il faut dire, c'est que le Brésil a eu les deux. On a eu là-bas les deux. Alors Keynes, encore, dernière chose, je dois vous le dire, parce qu'il y a un article de Bernard Maris, qui n'a pas l'excuse d'être bête, donc qui est un pervers qui n'est pas bête, dans Charlie Hebdo, sur Keynes, qui est du mercredi 14 janvier 2009. Donc vous voyez, c'est très récent. Et il parle du fameux Bloomsbury set auquel appartenait Keynes. Keynes qui joue en bourse, qui a été ruiné, pas ruiné, c'est un joueur. Hein. Et voilà, je cède à la tentation de vous lire ces lignes, qui ne sont pas très jolies. C'est comme ça que commence l'article sur l'économie de Bernard Maris. 1. L'immoralisme. Vous voyez, l'espèce de délectation qu'on prend, ou la complaisance amusée qu'on prend à le dire. L'immoralisme. La pensée de Keynes est née contre la morale victorienne. La chose qui l'intéressait le plus au monde était sans doute le cul. Quand il part en voyage de noces aux îles Orcades avec son amant, le peintre Duncan Grant, futur époux de Vanessa Bell, la sœur de Virginia Woolf, ça c'est l'inceste, hein. L'inceste financière, mais à eux pratiquer l'inceste réel. Ils appelaient ça la fidélité plurielle. Plural fidelity. Plurifidelity. Donc, il écrit à ce moment-là, un de ses ex, Lytton Strachey, non, un ex-homme, il lui écrit, et ça c'est vraiment la chose qui m'a fait le plus rire depuis longtemps, baise et statistique, le vrai pied. C'est ce que dit Bernard Maris. Donc voilà pour Keynes. Je crois qu'avec ça, vous êtes... Maintenant, Marx, rapidement. Je ne peux pas en parler trop, et Elgan a déjà parlé, mais pour lui, la source de valeur n'est pas l'apport technologique et la création humaine. La source de valeur, c'est ce qu'il appelle, dans la composition organique du capital, c'est ce qu'il appelle la plus-value qui est extorquée aux travailleurs. Donc il n'a pas de sens de la composition technologique du capital. Il ne voit que cette composition organique. Et, ce qui est intéressant, ça l'amène à dire des énormités. Sur l'esclavage tout particulièrement. Dans le chapitre 31 du livre 1, je suis, je pense, un des rares à avoir vu Marx de près, il y en a beaucoup qui en parlent, mais beaucoup moins l'ont lu, il dit « C'est le trafic d'esclaves qui a fondé la grandeur de Liverpool. »
Ce qui n'est pas du tout vrai, ce sont les industriels qui ont développé Liverpool. La grandeur de Liverpool et de l'Empire romain. Alors pour lui, c'est les flux concrets d'argent qui après s'investissent dans quelque chose d'utile, même si c'est au détriment des esclaves ou du servage ou Dieu sait quoi. Et il ajoute dans le 3e livre, section 3 du Capital, le taux de profit ne diminue pas parce que le travail devient moins productif, mais parce qu'il devient plus productif. Il s'est vraiment royalement planté sur ça. C'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc, vous voyez, les Russes, se basant sur ça, ont une conception, disons, un peu brutale du développement économique. Ils l'ont quand ils luttent contre leurs propres préjugés marxistes, à l'Académie des sciences, par exemple, et qu'ils ont une vision généralement appliquée aux militaires, mais le grand problème sera de passer à l'application générale à l'économie civile. Mais il y a quelque chose là-bas qui existe, et c'est ce milieu-là scientifique qui n'est pas marxiste, mais qui a été dans ces conditions du pays, qui a énormément d'estime pour Léon Larouche et qui se dit on ne veut pas du fascisme, on ne veut plus du communisme, le capitalisme financier en quoi ça se donne, on attend autre chose. Et c'est ces gens-là qui ont un certain sens et auxquels nous plaçons, sur lequel Elgazep Larouche a dit qu'elle plaçait cette espérance là-bas. Alors, évidemment, ce qui est plus intéressant encore, c'est que Marx, dans le livre 3, chapitre 25 du Capital, dénonce le capital fictif, c'est-à-dire la faillite des chemins de fer anglais. C'est-à-dire qu'il voit assez bien les conditions d'une crise qui étaient comme celle d'aujourd'hui. Mais il ne suit pas la piste, il s'arrête, parce qu'on lui a dit de s'arrêter, et qu'il a cette conception manchestérienne, évidemment, du capitalisme. Alors ça nous amène au deuxième point, reconnaître vraiment ce qu'est une alliance de républiques souveraines, c'est-à-dire nouveau Bretton Woods, contre ce qu'est un ordre impérial. L'ordre impérial, c'est un ordre qui est basé sur le pillage des ressources humaines. L'admiration pour les pirates. Il y a au moins 4 ou 5 livres qui viennent de sortir. Les pirates, source de démocratie. On élisait le capitaine, on votait pour partager le butin. Il y avait des petites villes de pirates. Il y en a 2 ou 3 livres qui sont parus aux États-Unis, 4 ou 5 en Angleterre. Mais c'était merveilleux, les pirates. Et Keynes aussi admire beaucoup Francis Gray, qui dit c'est le pirate qui a fondé la gloire, un de ceux qui a fondé la gloire de l'Angleterre, on devrait tous procéder comme lui. Il le dit, en termes comme ça. Bon. Alors, nouveau Bretton Woods, c'est pas du tout ça. C'est, dans les termes de ce qu'est la déclaration d'indépendance et le préambule de la Constitution américaine, la recherche du bonheur, qui est retenue comme un des droits inaliénables de l'homme. Alors je vois tout de suite que vous ne voyez pas très bien de quoi il s'agit. La recherche du bonheur, c'est pas s'éclater. La recherche du bonheur, c'est vraiment comprendre les lois de l'univers, les appliquer, et les appliquer pour le bien commun. C'est la conception de Leibniz, c'est la conception de Kastner en Allemagne, et c'est la conception d'Emeric de Vattel en Suisse. Cette conception-là qui arrive aux États-Unis et qui vient contre celle de Jefferson et de Locke, qui voulaient mettre les droits inaliénables que sont la vie, la liberté et la propriété. Et finalement, les partisans de Leibniz ont gagné, c'est la vie, la propriété et la recherche du bonheur, dans le sens où je l'ai défini. Donc c'est cela qui doit être la base d'une conception de l'homme, qui est celle du nouveau Bretton Woods. C'est donc, le nouveau Bretton Woods n'est donc pas un instrument technique qui peut être élaboré par des Sherpas, comme on dit, ou des experts, méfiez-vous toujours des experts. C'est pas un système de crédit basé sur... C'est pas un crédit, c'est pas un système monétariste basé sur l'argent en tant que tel, c'est un système basé sur le crédit pour la production, pour l'équipement de l'homme à la nature. Et ça, c'est dans ce sens un système fondateur d'État-nation-république. Et le mettre en place revient donc à gagner une guerre politique contre la matrice britannique du système qu'on peut appeler aujourd'hui anglo-américain, devenu un système de destruction sociale généralisée, qui en fait n'est pas anglo-américain, c'est anglo-hollandais, avec aujourd'hui un petit chien qui suit derrière en aboyant et qui s'appelle l'Arabie Saoudite, ou plutôt les Wahhabites, qui arrangent leurs choses derrière.